je m'agrippais à la rampe métallique froide du bus, courbé en avant, la sueur dégoulinant sur ma tempe et des filets acérés qui imprégnaient le col de ma chemise. Mes doigts se serraient plus fort à chaque secousse du véhicule. Et la douleur dans mon côté droit était blanche, presque électrique, irradiant d'un point unique comme un feu léchant mes côtes de l'intérieur. Chaque choc du bus me faisait halter doucement, le monde s'agitant un peu plus à chaque fois. J'avais l'impression que mes organes protestaient violemment. Je ne savais pas exactement ce qui n'allait pas, seulement que la situation empirait de seconde en seconde. Mes genoux vacillaient sous moi, me tenant à peine debout, et une partie de moi se demandait si cela se terminait ainsi, non pas par un accident dramatique, mais par une lente dissolution dans le décor d'un bus urbain en Lego, tandis que des inconnus faisaient semblant de ne pas me voir souffrir. Et puis elle le dit, Rowana, ma femme. Sa voix trancha le bourdonnement sourd du bus comme un fouet, suffisamment forte et aiguë pour faire taire les conversations autour de nous. Pourquoi es-tu assis là? Ma mère debout. Lève-toi. Elle ne m'a même pas regardé en disant cela, elle a juste fait un geste dédaigneux de la tête, comme si j'étais un objet déplacé. Sa mère, Miralda, était derrière elle, serrant son sac à main surdimensionné avec un léger froncement de sourcils, non pas d'inquiétude, mais de désapprobation, comme si je l'avais embarrassée en étant malade en public. J'ai levé les yeux vers Rowana, j'ai essayé de former des mots, mais tout ce qui en est sorti était un souffle court et saccadé. Mon estomac s'est noué, la sueur a perlé sur mon front, et ma vision a vacillé sur les bords comme un écran clignotant sur le point de s'éteindre. Le silence qui a suivi sa demande n'était pas vide. Il était empli de jugement, de curiosité, de confusion. Quelques personnes ont tourné la tête, certaines faisant semblant de ne pas regarder directement. Une jeune femme au premier rang s'est mordu la lèvre et m'a regardé, les sourcils froncés d'inquiétude, mais personne n'a bougé. Personne n'a parlé, sauf lui. Du fond du bus, une voix, vieille et bourrue, s'éleva, comme quelqu'un qui aurait parlé pendant des décennies sans se soucier de qui la contrariait. On dirait qu'il est mourant, et on s'inquiète pour une place. Les mots explosèrent comme un feu d'artifice, et toute la dynamique changea. Des murmures commencèrent à se faire entendre par petits groupes. Quelqu'un haleta doucement. Je vis un homme hausser les sourcils et secouer la tête. Ce n'était plus moi seul. Ils l'avaient tous vu. C'était vraiment mal. Rowana se tourna vers la voix, sur la défensive et agacée. « Occupe-toi de tes affaires », lança-t-elle sèchement. Mais ces mots ne portèrent pas. Ils sonnèrent creux. Parce que la vérité avait déjà été dite, et le moment n'était plus sous son contrôle. Cette phrase d'un inconnu avait fait ce que je n'avais pas réussi à faire en 5 ans. Elle brisa l'illusion. La façade soigneusement entretenue de notre mariage, l'image du couple solidaire et souriant, s'effondrait maintenant devant des inconnus qui la perçaient en quelques secondes, et cela la terrifia. Le vieil homme se tenait debout, le dos légèrement courbé, une main agrippée à une canne, l'autre pointée droit vers moi. « Mon fils, as-tu besoin d'aide » Sa voix, bien que sévère, exprimait quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. De l'inquiétude. Ni sarcasme, ni jugement, juste une question qui me voyait comme un être humain. J'acquiesçai légèrement, la gorge trop sèche et serrée pour parler. Mes jambes tremblaient sous moi, mon corps tout entier étant à peine maintenu par la volonté et une rampe d'autobus en métal. Rowana siffla entre ses dents. « Tu fais une scène. » Je me suis légèrement penché, comme pour murmurer qu'il fallait limiter les dégâts, comme si tout cela était de ma faute. Mais je ne l'écoutais plus. J'écoutais la façon dont les gens commençaient à bouger. Quelqu'un a offert une place à Miralda sans qu'elle le demande. Un autre jeune homme s'est déplacé au fond, créant de l'espace près de la porte. Le bus roulait, mais j'avais l'impression d'être immobile au milieu d'un monde qui me revoyait enfin. C'était une étrange sensation extracorporelle, comme si je m'observais d'en haut. J'étais là, pâle, trempé de sueur, tremblante, et pourtant, essayant encore de conserver ma dignité dans un moment qui n'en avait aucune. Et en face de moi, la femme qui prétendait m'aimer se tenait, les yeux plissés, plus préoccupée par l'apparence que par mon état. Le bus s'est arrêté au carrefour suivant. Je n'ai pas demandé la permission. Je n'ai pas dit un mot. J'ai agrippé la rampe une dernière fois, me suis redressé avec un gémissement incontrôlable, et j'ai fait un pas, puis un autre jusqu'à la porte. Chaque mouvement me faisait mal au flanc. Ma chemise. Collée à mon dos, trempée jusqu'aux os. J'avais les jambes comme du béton mouillé, mais je suis quand même descendu du bus. Où vas-tu ? La voix de Rowana me poursuivait,
forte et aiguë comme toujours. Je ne me suis pas retourné. J'ai fait signe à un taxi qui passait d'une main tremblante, m'effondrant sur le siège arrière dès que la portière s'est ouverte. J'ai donné le nom d'un hôpital auquel je n'avais pas pensé depuis des années, quelque part dans les environs, je l'espérais. Et puis tout s'est brouillé, la douleur, le bruit, la ville qui fondait derrière la vitre. Je me souviens vaguement que le chauffeur m'a demandé quelque chose, mais je n'ai pas pu répondre. Mon corps a lâché à mi-chemin, tout est devenu noir. Quand j'ai rouvert les yeux, la lumière était crue et stérile. J'étais dans un lit d'hôpital. Ma bouche avait un goût de coton, 4 sacs étaient suspendus au-dessus de moi et une perfusion de morphine était injectée dans ma veine. La douleur s'était atténuée, n'étant plus qu'une pulsation lointaine, comme un avertissement venu de loin. Un médecin s'est penché sur moi, un bloc-notes à la main. Il avait l'air sérieux. « Tu avais une rupture. » Appendice, dit-il d'une voix calme mais ferme. Si tu avais attendu ne serait-ce qu'une heure de plus, tu n'y serais peut-être pas parvenu. Je clignais des yeux, la gorge serrée. Mon esprit tournoyait, essayant de traiter les mots. Et à cet instant, un déclic se produisit. Pas seulement à propos de la maladie, mais à propos de Rowana, à propos de tout. À propos de la façon dont je disparaissais petit à petit. Et personne, pas même la femme que j'avais épousée, ne l'avait remarqué jusqu'à ce que je sois sur le point de mourir. Je m'appelle Jonas Fell. J'entrais dans les pièces et je savais qui j'étais. J'avais des outils dans une main et de la confiance dans l'autre, je réparais des réseaux, je dépannais des serveurs, et je ressortais avec un paiement complet et des poignées de main fermes. Je portais mon indépendance comme un badge. Pas de patron, pas d'horloge, juste du talent et de la réputation. C'était une vie qui semblait simple et propre jusqu'à ce que je la rencontre. Rowana. Elle est entrée dans mon monde comme une histoire que j'ignorais avoir déjà commencé. Au début, j'ai été attiré par son regard, vif, intelligent, toujours calculateur. Elle parlait comme si chaque mot était un défi, comme si elle m'était au défi. Le monde entier a dû suivre son rythme. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un comme elle. Et quand elle m'a souri pour la première fois, j'ai eu l'impression d'avoir été choisi. Désiré. Tiré du lot et qu'on m'a dit, tu es la bonne. Nous nous sommes rencontrés par l'intermédiaire d'une amie commune lors d'un mariage. Ironiquement, lorsque j'ai failli m'enfuir, c'était la cousine du marié. Je réparais juste le matériel audio pour la cérémonie, mais elle m'a remarqué. Elle a fait le premier pas. Je me souviens avoir pensé, enfin quelqu'un qui n'a pas besoin d'être réparé. Elle avait une carrière dans le marketing. Elle s'habillait comme si elle avait un rendez-vous important, même quand ce n'était pas le cas, et elle parlait avec une assurance qui vous faisait douter de vous-même. Mais j'aime ça. J'ai pris sa domination pour de la passion, son contrôle pour de l'attention. Quand elle m'a dit que je pouvais être bien plus, je l'ai cru. Je pensais qu'elle voyait quelque chose en moi. Je ne savais pas qu'elle voyait quelque chose qu'elle pouvait façonner. Au début, ça m'a fait du bien. Elle était attentionnée d'une manière qui semblait romantique. Elle choisissait des vêtements qui lui semblaient me convenir. Mieux, elle m'aidait à organiser mes factures, à gérer mes emails pour que je puisse me concentrer sur le vrai travail. Elle a structuré ma vie, du moins c'est ce que je croyais, et je l'ai apprécié. Ce que je n'avais pas remarqué à l'époque, c'étaient les petites choses qui commençaient à m'échapper. Les mots de passe dont je ne me souvenais plus parce qu'elle les avait réinitialisés. Les rendez-vous que je manquais parce qu'elle gérait mon emploi du temps. Je ne remettais pas en question ces changements. Je les laissais faire, car j'avais l'impression qu'elle m'aidait. Nous avons emménagé ensemble au bout de 6 mois. Rapide, certes, mais j'étais amoureux. Du moins, je le croyais. Elle a suggéré que nous restions temporairement chez sa mère pour économiser de l'argent pour un appartement. À l'époque, j'étais entre 2 appartements, donc c'était logique. 1 ou 2 mois, m'a-t-elle promis, le temps que tout soit réglé. Sa mère, Miralda, semblait assez polie au début. Sévère, un peu froide, mais elle cuisinait souvent et gardait l'appartement propre. Je me suis convaincu que ce ne serait pas si mal. Je ne réalisais pas dans quoi je mettais les pieds. Les semaines se sont transformées en mois, et nos discussions de déménagement ont repris. La sortie a été retardée par une succession d'excuses. D'abord, c'était son travail, puis l'économie, puis un objectif d'épargne fictif que nous étions sur le point d'atteindre. La chambre que nous partagions dans cette maison ne m'a jamais vraiment semblé être la mienne.
Sa mère avait une façon de me le rappeler, des commentaires passifs sur les hommes qui vivent sous le toit d'autrui ou de gros soupirs quand j'utilise la salle de bain principale. Au début, je l'ai ignoré. J'ai essayé d'être patiente. J'ai continué à travailler, à faire des petits boulots, à servir des clients à travers la ville. J'ai persévéré. Puis elle m'a suggéré de regrouper nos finances pour plus de facilité, pour les factures, a-t-elle dit. Un compte joint unique qu'elle aiderait à gérer. Je me souviens avoir hésité. J'avais toujours géré mon argent moi-même, mais elle m'a regardé avec ce sourire impatient et m'a dit, « Tu ne me fais pas confiance. » Et je ne voulais pas être ce genre de gars, du genre contrôlant et soupçonneux. Alors, j'ai accepté. Petit à petit, mes comptes personnels ont disparu. J'ai commencé à transférer des paiements sur le compte commun. Elle a proposé de gérer le budget, les virements mensuels, le paiement des factures. Je l'ai laissé faire. C'était pratique, intelligent et responsable. Mais derrière cette efficacité se cachait quelque chose de plus sombre. Bientôt, je demandais de l'argent sur mes propres revenus. Comme un enfant qui attend son argent de poche. « Je viens de payer ton transport la semaine dernière, disait-elle. Ou n'as-tu pas mangé au restaurant hier ? Je travaillais, mais l'argent ne me semblait jamais m'appartenir. Si je posais la question, elle me traitait d'ingrate. Elle disait que je ne comprenais pas ce qu'il fallait pour gérer un foyer. Elle me donnait l'impression que j'avais de la chance qu'elle gère tout. Et pendant un temps, j'y ai cru, car c'est ça, le contrôle. Il ne se manifeste pas toujours par des chaînes. Parfois, il s'enveloppe dans un langage qui ressemble à de l'attention. L'écart entre qui j'étais et qui j'étais devenu s'est lentement creusé, jusqu'à ce que je reconnaisse à peine mon reflet dans le miroir. L'homme qui se levait tôt, dynamisé par le travail, hésitait maintenant à ouvrir son ordinateur portable. Elle consultait mes emails au cas où, proposait de répondre aux clients pour préserver le professionnalisme. Elle a commencé à critiquer mon travail, me suggérant de réduire les projets jusqu'à ce que nous trouvions une meilleure stratégie. Et puis un jour, sans prévenir, je me suis retrouvée assise, oisive, dans une maison qui ne m'appartenait pas, avec un argent inaccessible. À rendre des comptes à une femme qui me traitait comme une gêne. Miraldo ne valait pas mieux. Elle s'immisçait partout, remettait en question mes choix alimentaires, critiquait mes vêtements, et suggérait même que j'étais trop émotive quand j'essayais de fixer des limites. Elle formait une unité. Rowana et sa mère. Deux miroirs renvoyant la même image déformée de moi. Paresseuse, indécise, ingrate. Il était devenu plus facile de se taire que de discuter. Le silence, j'ai appris que c'est ainsi que les gens disparaissent sans partir. Avec le recul, je ne sais pas exactement quand ce changement s'est produit. Quand les suggestions utiles sont devenues des ordres, quand mon travail est devenu leur affaire. Quand j'ai cessé de voir mes amis, ma famille, moi-même. Tout ce que je sais, c'est qu'au moment où j'ai réalisé ce qui se passait, j'étais déjà parti. L'ombre de l'homme que j'avais été, fatigué tout le temps, prudente, craignant de dire quelque chose de travers, de déclencher une crise d'humeur chez Rowana. J'ai arrêté de poser des questions. J'ai arrêté de rêver. J'ai arrêté de me battre. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans ce bus. Malade, brisé, et essayant toujours d'expliquer ma douleur à quelqu'un qui s'en fichait. C'est comme ça que j'ai appris que le corps hurle quand le cœur est resté silencieux. Trop longtemps. C'est comme ça que j'ai compris que la personne que j'étais devenue n'était pas celle que je voulais être. Et tout a commencé par l'amour, ou ce que je croyais être de l'amour. Il y a quelque chose de cruel dans la douleur qui se cache. Celle qui ne laisse pas de bleu ni de blessure digne d'être pensée. Celle qui s'installe lentement et silencieusement jusqu'au jour où l'on ne peut plus respirer correctement, penser clairement ou se tenir droit sans broncher. Non pas à cause de ce qui arrive à notre corps, mais à cause de ce qui arrive à notre esprit. Ce jour-là, dans le bus, la rupture de mon flanc était peut-être ce qui envoyait des signaux de panique à mon système nerveux, mais ce n'était pas la seule chose brisée. Je m'effondrais depuis des années. Il a fallu cet instant pour que ce soit indéniable. Je me souviens de la sueur qui perlait ma chemise sous le soleil des Legos. De la façon dont mon dos me faisait mal, pas seulement à cause de la douleur physique, mais aussi à cause des années passées à porter un poids que je ne méritais pas. Mes doigts tremblaient sur la rampe, pas seulement à cause de l'appendice rompu, mais parce qu'on m'avait appris à trembler, à douter de moi, à remettre en question chacun de mes actes, à demander la permission pour des choses que je faisais auparavant sans poser de questions.
entre travailler en freelance pour des clients internationaux et voir ma femme me tendre 2000 Naira comme si elle me faisait une faveur, j'avais perdu le droit à ma vie. Et le pire, c'est que je ne m'en étais même pas rendu compte avant d'en mourir. Avec le recul, je repense à toutes les petites permissions que j'ai commencé à demander. Des choses qui m'appartenaient par défaut, du temps, de l'argent, de la nourriture. Je devais l'informer avant d'acheter quoi que ce soit au-delà d'un certain montant. Je me souviens d'une fois, debout dans une pharmacie, un médicament contre le rhume dans une main et ma carte de débit dans l'autre, me demandant si Roona approuverait l'achat, et non si nous en aurions les moyens. Nous en aurions les moyens. Mais si elle me trouverait irresponsable avec les fonds du ménage, les fonds du ménage. Ce qui provenait de mon propre travail, j'avais cessé de le considérer comme mon revenu. J'avais cessé de le considérer comme mien, c'était devenu quelque chose qu'elle gérait, quelque chose qu'elle rationnait, et une fois mes factures réglées. Quand les clients payaient pour des travaux, je passais des nuits blanches pour terminer. Roona parcourait les paiements comme un faucon surveillant son nid, déléguant immédiatement l'argent aux factures, aux courses, aux économies, aux médicaments de sa mère et à tout ce qu'elle jugeait prioritaire. Si je demandais à en garder une petite partie pour moi, par exemple pour aller au cinéma, remplacer un vieil outil ou simplement m'acheter quelque chose de convenable, elle inclinait la tête et disait, « Bon, voyons ce qu'il me reste après avoir tout budgétisé. » Après avoir budgétisé, comme si j'avais été un simple rouage de la machine qu'elle dirigeait, c'était plus que l'argent. C'était la surveillance constante. Mon ordinateur portable, qui me semblait autrefois une porte d'entrée sur le monde, est devenu un point de contrôle. Roona a commencé à me demander des mots de passe au cas où, disant qu'elle voulait m'aider à organiser des dossiers ou à suivre des clients. Mais j'ai commencé à remarquer. Des brouillons que je n'avais pas écrits, des emails qu'elle avait envoyés sans me prévenir. Un jour, elle a annoncé à un client que j'étais indisponible pendant un mois à cause de nos priorités familiales, alors que je m'étais déjà engagé pour le poste. Quand je l'ai confrontée, elle a simplement haussé les épaules. « Tu étais en train de te brûler de toute façon, » a-t-elle dit. « Je t'aide à prendre soin de toi. » C'est drôle comme ceux qui vous font du mal pensent toujours qu'ils le font par amour. Il y avait des nuits où je restais éveillé à côté d'elle, les yeux fixés sur le plafond, me demandant quand il avait changé, quand ses mains étaient passées d'apaisante à étouffante. Quand je tendais la main par-dessus le lit, elle roulait sur le côté ou marmonnait quelque chose comme de la fatigue. Il n'y avait plus d'intimité, juste un emploi du temps, une routine. Je suis devenu un élément de plus sur sa liste à gérer. Et quand j'essayais de lui parler, de vraiment lui dire que je me sentais effacé, ignoré, elle levait les yeux au ciel ou disait que je réfléchissais encore trop. « Tu es trop sensible, Jonas. Il faut toujours que tout tourne autour de soi, » m'a-t-elle dit un jour, après que j'ai évoqué mon isolement. Je lui ai dit que je n'avais pas vu mes amis depuis des mois, qu'ils me manquaient, que je me manquais. Elle a ricané et m'a dit, s'il tenait vraiment à toi, il me contacterait. Peut-être qu'il te voit enfin comme je te vois. Cette phrase m'a blessé plus que je ne veux l'admettre, car elle m'a fait réaliser à quel point je lui avais donné une part de moi-même, comme si elle était plus qualifiée que moi pour vivre ma vie. Même ma santé physique était devenue un champ de bataille. Les 3 dernières fois que j'ai essayé de voir un médecin, elle a reporté les rendez-vous. « On n'a pas d'argent en ce moment, » disait-elle, même si je savais qu'il y en avait assez. Ou bien, elle disait, « Tu dis toujours que tu es fatigué. Peut-être que tu as juste besoin de dormir davantage. » Alors, j'ai ignoré les crampes d'estomac qui avaient commencé 2 semaines avant l'accident de bus. J'ai mis ça sur le compte du stress, du régime, de tout ce qui faisait paraître le problème plus petit qu'il ne l'était. Parce que si j'en parlais à nouveau, on m'accuserait simplement d'essayer d'attirer l'attention. Et c'était le schéma. Chaque fois que j'évoquais la douleur, c'était une mise en scène. Une mise en scène qu'elle attendait de moi pour que je mette fin rapidement. Sourire, hocher la tête, persévérer, surtout devant Mirala. Si je ne paraissais pas fonctionnel en présence de sa mère, Roona tirait. Plus tard, je me suis mis à l'écart et j'ai murmuré avec fureur que je nous mettais tous les deux dans l'embarras. Une fois, j'ai eu une fièvre si forte que j'étais en plein délire, et Roona m'a quand même demandé de m'asseoir à table et de ne pas rendre la situation gênante. J'étais assis là, tremblant à travers un bol de soupe au poivre, les joues brûlantes, tandis que Miralda me demandait si je jeûnais parce que je n'avais pas touché à mon igname. Alors, quand j'étais courbé dans ce bus, mon corps implorant une assistance médicale, l'instinct de ma femme n'était pas de me surveiller. Il voulait préserver l'illusion, protéger les apparences, s'assurer que sa mère ait une place assise. Parce que, Dieu m'en garde,
j'ai l'air faible devant la matriarche qui croyait déjà que je n'étais pas assez viril pour ça. Fille. En vérité, je m'étais déjà effondré bien avant mon corps. Ce jour-là, dans le bus, c'était juste la première fois que les autres le voyaient. La rupture de mon flanc n'a pas commencé un mardi matin avec des crampes. Elle a commencé il y a des années. À chaque décision que je n'ai pas pu prendre, à chaque oui, j'ai donné pour éviter une dispute. J'ai tout donné de moi-même jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un homme trop effrayé pour demander de l'aide. C'est pourquoi ce n'était pas seulement physique. C'était émotionnel, psychologique, spirituel, et je l'ai porté en silence jusqu'à ce que le silence me tue presque. Après que le vieil homme eut parlé, tout changea dans le bus. L'air changea, subtilement au début, comme l'atmosphère d'une pièce juste avant un orage. Personne ne dit rien tout de suite, mais je le sentais dans leurs yeux. Le silence n'était plus neutre. Il était pesant, chargé. Les regards allaient de lui à moi, de moi à Rowena. Et peu à peu, le silence collectif se transforma en murmure. De petites voix, des jugements discrets murmuraient juste assez fort pour avoir de l'importance. C'était comme si quelqu'un avait arraché le masque d'un spectacle que tout le monde avait été contraint d'assister trop longtemps. La mâchoire de Rowena se serra si fort que je vis une veine se gonfler près de sa tempe. Ses narines se dilatèrent. Ses doigts frémirent là où ils agrippaient la rampe. « Tu fais une scène » me siffla-t-elle. Elle murmura, basse et tranchante comme une lame raclée sur du verre. C'était le même ton qu'elle utilisait quand j'oubliais de dire bonjour à sa mère ou quand j'osais rire trop fort à une blague qu'elle désapprouvait. Ce ton était toujours son avertissement, sa laisse. Et pendant des années, j'ai réagi de la même manière, me recroquevillant, m'excusant, essayant de soigner l'oreille qu'elle accusait d'avoir empoisonnée. Mais pas cette fois, car pour une fois, je n'étais pas la seule à le voir. Non, dit le vieil homme, plus fort maintenant, ferme comme la pierre. Tu as peut-être vu le moment où tu as crié sur un homme qui semblait sur le point de s'effondrer. Je me tournai pour le regarder correctement. Il était grand, âgé, grisonnant, le visage barbu, la casquette usée, qui ne sciait pas sous son regard. Il ne portait rien d'extraordinaire, juste une simple chemise et un pantalon descendu jusqu'aux genoux. Mais il se tenait comme quelqu'un qui n'avait pas besoin de titre pour inspirer le respect. Et à cet instant, il ne me défendait pas seulement. Il appelait. La vérité, qui sortait de l'ombre, la nommait, la rendait indéniable. Et cela comptait plus que je ne savais comment le dire. Puis il m'a regardé droit dans les yeux et m'a demandé, « Mon fils, as-tu besoin d'aide ?» Ces 6 mots m'ont fait plus mal que la douleur. Non pas parce qu'ils étaient dramatiques ou même particulièrement gentils, mais à cause de ce qu'ils signifiaient. Ils signifiaient que quelqu'un m'avait vu. Pas seulement l'homme malade voûté dans un bus. Pas seulement le mari avec sa femme bruyante, mais moi. Un homme en détresse. Un homme dans le besoin. Un homme qui n'avait pas entendu cette question depuis des années. C'était presque suffisant pour me déstabiliser. J'ai ouvert la bouche, mais aucun mot ne m'est venu. Juste un souffle étouffé. J'ai hoché la tête lentement, comme si je devais traverser la mélasse pour répondre. Et dans ce petit geste, quelque chose a craqué en moi. Un putain de peut-être, ou un silence qui avait fait son temps. Je l'ai vu me regarder. Rowena. Sa bouche s'est tordue, prise entre l'incrédulité et la rage. Elle voulait que je le nie, que je secoue la tête, que j'en rie. Remercier l'homme. Mais j'allais bien. Elle avait besoin que je fasse semblant, car si j'avouais la vérité, même à un inconnu, tout serait détruit, son histoire, son image, son contrôle. Mais je ne la regardais pas. Je gardais les yeux fixés sur le vieil homme, car pour la première fois, je réalisais que je n'étais pas seul. Il n'était pas de la famille. Ce n'était pas un ami. Il n'avait aucun intérêt dans l'issue. Et c'est ce qui donnait sa puissance à sa voix. Il s'exprimait simplement parce que c'était juste. Parce que le silence face à la cruauté est une complicité. Derrière lui, j'ai remarqué une jeune femme, peut-être une vingtaine d'années, tresse africaine, écouteur au cou. Elle fusillait Rowena du regard, la bouche entr'ouverte, les sourcils levés. Un autre homme d'une quarantaine d'années fit un léger « TSK » et secoua la tête. C'était une forme de prise de conscience, de jugement, de justice, même la plus infime, la plus discrète. Et Rowena, elle détestait ça. Son regard scrutait les alentours, cataloguant chaque visage, mesurant à quel point la situation dégénérait.
vous dramatisez tous, murmura-t-elle. Il ne prend tout simplement pas soin de lui. Je le sentais. Pas les mots. Ils avaient cessé de me blesser depuis longtemps, mais le désespoir qui les sous-tendait. Cette soif de contrôle. Sa façon de déformer le récit alors même qu'il se déroulait en temps réel. Elle jouait un rôle qu'elle avait maîtrisé au fil des ans, l'épouse inquiète, la compagne de fardeau. Mais son scénario ne fonctionnait plus avec une foule. Plus maintenant que quelqu'un d'autre était intervenu et avait rompu le charme. Le bus continuait d'avancer, mais j'avais l'impression d'être suspendu. Chaque secousse, chaque virage, était plus silencieux, moins intrusif. Et je réalisais avec une douloureuse clarté que ce moment resterait gravé à jamais dans ma mémoire. Non pas parce que j'étais humilié, mais parce qu'on m'avait enfin vu, parce qu'une inconnue m'avait autorisé à exister hors de son contrôle. Je lui jetai un dernier coup d'œil, voulant dire quelque chose, n'importe quoi. Mais la douleur dans mon flanc s'intensifiait. Chaque respiration était plus difficile. Ma vision se brouillait sur les bords. Je sentais mes genoux vaciller. Je restais debout. Lentement, péniblement, je me redressai, la main tremblante contre la rampe. Le vieil homme tendit instinctivement la main pour me stabiliser le coude. Il ne me reposa pas la question. Il hocha simplement la tête. Ce petit geste de soutien, silencieux et respectueux, signifiait plus qu'il n'aurait pu l'imaginer. Alors que nous approchions de l'arrêt suivant, le chauffeur jeta un coup d'œil dans le rétroviseur et demanda « Vous devez descendre, monsieur ?» J'acquiesçai une fois, la mâchoire serrée contre la vague de nausée qui m'envahissait. Le bus s'arrêta. Je me dirigeai vers la porte, titubant à chaque pas comme si mes os avaient oublié comment me porter. Derrière moi, la voix de Rowana trancha à nouveau. « Où allez-vous » Je ne me retournai pas. Je n'en pouvais plus. Je descendis du bus et me retrouvai au soleil, la tête qui tournait, le sol sous mes pieds me paraissant à la fois trop réel et pas assez réel. Je levai faiblement le bras et héla le premier taxi que je croisai. Le chauffeur eut à peine le temps de me demander où se trouvait l'hôpital que je lui ai lancé le nom de l'hôpital le plus proche. Puis je me suis effondré sur le siège, me recroquevillant légèrement sur le côté pour atténuer la douleur. Bien que rien n'y fasse plus, je sentais l'obscurité s'installer. Lentement mais sûrement, comme un sommeil aux confins de la conscience. Mais avant que tout ne s'efface, j'ai pensé à la voix du vieil homme. « Fils, as-tu besoin d'aide » Cette phrase, aussi simple soit-elle, avait fait éclater une vérité que j'avais trop longtemps enfouie. J'avais besoin d'aide, et pour la première fois depuis des années, quelqu'un m'a vraiment demandé. Le taxi sentait légèrement l'essence et le désodorisant à l'amande poivrée. Je l'ai à peine remarqué. J'étais replié sur le siège arrière, une main sur le flanc, l'autre appuyée contre la portière, tandis que le chauffeur zigzaguait dans la circulation. Chaque virage me frappait l'abdomen comme un rasoir. J'essayais de ne pas faire de bruit, de rester immobile, mais la douleur avait atteint un tel niveau que le silence n'était plus possible. Un léger gémissement s'échappa de mes lèvres. Le chauffeur m'a regardé dans le rétroviseur, les sourcils froncés. « Patron, votre journée va bien ?» a-t-il demandé. J'ai ouvert la bouche, mais seul un gaz sec en est sorti. Mes lèvres étaient gercées, ma gorge irritée. J'ai hoché la tête et j'ai râlé. Hôpital général. Yaba rapide. Il n'a pas posé d'autres questions. Il a juste hoché la tête et a appuyé plus fort sur l'accélérateur. Dehors, le monde défilait en taches de couleurs, des dents faux jaunes, des panneaux publicitaires délavés, le flou des gens vivant leur journée normale, tandis que la mienne semblait toucher à sa fin. J'ai pressé mon front contre la vitre. C'était frais. Un léger soulagement après la fièvre qui me rongeait. La sueur coulait de moi comme si quelqu'un avait ouvert un robinet et oublié de le fermer. J'étais trempé à travers ma chemise, et l'odeur de mon propre corps m'a fait tressaillir. Ce n'était pas seulement la maladie. C'était la peur, l'humiliation, l'abandon, tout cela s'accrochait à ma peau comme une seconde couche. La voix de Rowana résonnait encore dans mon crâne, aiguë, dédaigneuse, pleine de prétention. « Où vas-tu » Comme si c'était moi qui faisais une scène. Comme si frôler la mort était un inconvénient pour ses plans. Elle ne m'avait pas suivi hors du bus. Elle ne m'avait même pas appelé. Pas une main tendue, pas d'excuses, pas d'inquiétude. Elle se tenait là, les bras croisés, le regard fixe, comme si je l'avais trahi en choisissant la survie plutôt que la soumission. Cette image est restée gravée au fond de mes yeux comme une empreinte.
Je ne pouvais pas cligner des yeux. Je ne savais pas combien de temps le trajet avait duré. Cela pouvait avoir duré 10 minutes ou 30, mais quelque part entre le deuxième pont et la porte de l'hôpital, la douleur m'a complètement submergé. C'était comme si quelqu'un m'avait planté un couteau dans le flanc et m'avait tordu. Ma tête est tombée en avant et je me souviens avoir entendu ma propre respiration se transformer en quelque chose de superficiel et de désespéré. Comme si mes poumons essayaient de respirer autour d'un parpaing. Puis le monde s'est éteint. Noirceur, silence, puis bip. Quand j'ai ouvert les yeux, tout était anormal, lumineux et silencieux à la fois. Plafond blanc, néon bourdonnant. Mes membres étaient lourds, comme si on m'avait rempli les os de ciment frais. J'avais un goût de métal dans la bouche. J'ai essayé de parler, mais seul un murmure est sorti. Il est réveillé, a dit quelqu'un. Une infirmière s'est penchée vers moi, la voix calme et sèche. Vous êtes à l'hôpital général. Vous vous êtes effondré dans un taxi. Vous avez été opéré d'urgence pour une appendicite. Vous êtes sous perfusion et morphine. Vous avez de la chance. Chanceuse? Ce mot résonnait dans mes oreilles. Chanceuse? Je ne me sentais pas chanceuse. J'avais l'impression d'avoir été traînée en enfer et d'avoir à peine recraché. Mais elle a ajouté autre chose. Si vous aviez attendu ne serait-ce qu'une heure de plus, vous n'auriez peut-être pas survécu. Cela a tout arrêté. L'air dans ma poitrine s'est figé. Encore une heure. Encore une heure à essayer d'être un mari obéissant. Encore une heure à faire comme si tout allait bien. Encore une heure assis dans ce bus à écouter Rowana me réprimander tandis que mon corps hurlait à l'aide. Et je serais mort tranquillement, sans protester, sans dignité. Et je ne sais pas pourquoi cette pensée était plus dévastatrice que la douleur elle-même. Mais si. Mourir n'aurait même pas eu le moindre effet dans son monde. Ça n'aurait été qu'un désagrément de plus. Elle se serait lancée dans un récit tragique où elle aurait quand même réussi à s'en sortir. Ma main reposait sur mon ventre et je sentais le bandage sous la blouse d'hôpital. La morphine atténuait la douleur maintenant, mais je sentais la douleur en dessous, un rappel brutal de la disparition si proche. J'ai tourné la tête sur le côté. Pas de fleurs, pas de ballons, pas d'épouse inquiète arpentant le couloir. La chaise à côté de mon lit était vide. Personne n'était venu. Personne. J'ai fixé cette chaise vide pendant combien de temps? J'ai eu l'impression que cela durait depuis une heure. Ce n'était pas seulement l'absence de Rowana. C'était la clarté qui l'accompagnait. Le silence était paisible, comme je ne l'avais pas ressenti depuis des années. Pour la première fois, personne ne me disait quoi penser. Personne ne levait les yeux au ciel. Personne ne se demandait si je méritais le repos. J'étais seul, certes, mais aussi libre. J'ai fermé les yeux et écouté le bip du moniteur, le rythme lent de quelque chose qui fonctionnait encore. Mon corps, ma volonté, moi-même. J'étais descendu de ce bus. Je m'étais choisi. Même si c'était chaotique, même si je m'étais effondré à mi-chemin, j'avais réussi. L'infirmière est revenue plus tard et m'a offert de l'eau à la paille. J'ai bu à petites gorgées, chacune comme une récompense pour avoir survécu. Elle m'a demandé si elle pouvait appeler quelqu'un. J'y ai réfléchi un long moment. Mon esprit a immédiatement cherché le familier, le standard. Mais j'ai dit non et j'ai refermé les yeux, car je ne voulais pas d'elle ici. Je ne voulais pas que Rowana l'accompagne parfaitement. Son inquiétude artificielle et ses reproches soigneusement dosés. Je ne voulais pas que sa mère apparaisse et soupire bruyamment au prix de mon séjour à l'hôpital. Je ne voulais pas de la pitié de ceux qui me regardaient souffrir et appelaient cela de la discipline. Je ne voulais pas que des excuses soient trop tardives pour avoir de l'importance. Ce que je voulais, ce dont j'avais besoin, c'était d'espace. Alors je me suis laissé aller. Pour la première fois depuis des années, je me suis autorisé à être tout. Simplement. À être fatigué, à souffrir, à rester immobile. Non pas parce que quelqu'un me l'avait permis. Non pas parce que quelqu'un avait géré mon emploi du temps, mais parce que j'avais failli mourir en essayant de préserver une vie qui n'était plus la mienne. Qui n'avait jamais vraiment été la mienne, pour être honnête. Alors, oui, je suis descendu du bus, mais surtout, je suis resté à l'extérieur. J'ai fixé le plafond de l'hôpital longtemps après que la perfusion de morphine ait ralenti jusqu'à sa dernière goutte. Je n'avais plus mal. Du moins pas le genre de douleur qu'on pouvait noter ou soigner. Ce qui restait était plus calme, plus profond. La douleur de savoir que personne ne venait.
Ni Rowana, ni Mirala. Pas un seul appel, pas un seul message. Je n'aurais pas dû être surpris, mais je l'étais. Une partie de moi croyait toujours qu'elle pourrait se présenter, serrée avec inquiétude, serrant un sac d'articles de toilette et de fausses excuses. Mais rien. Pas même le silence déguisé en soin. C'était juste l'absence. Complet. Nettoyé. Final. Lorsque l'infirmière a demandé à nouveau si je voulais appeler quelqu'un, j'ai hésité. Cette fois, pas par confusion, mais parce que je connaissais le nom avant même de terminer la phrase. Déo, cela faisait des années que nous avions parlé. Peut-être 4. Pas de retombées, pas de grande trahison, juste une distance. Il était l'ami Rowana qui détestait toujours. L'appelait fort, téméraire, immature. Mais Déo était la seule personne qui ait jamais regardé Rowana dans les yeux et a demandé, pourquoi Jonas a-t-il toujours l'air épuisé? Elle ne lui a jamais pardonné pour cela. Nous avons dérivé après cela. Elle a mis mal à l'aise de l'inviter. Et finalement, j'ai cessé d'essayer. Un par un, mes amitiés sont devenues des reliques stockées et oubliées. Comme si ma vie devant elle était une version projetée qui ne méritait pas d'être revisitée. Mais maintenant, allongé dans un lit d'hôpital sans personne à mes côtés et il ne reste plus rien à défendre, son nom est revenu vers moi comme un souvenir qui avait frappé à l'esprit, en attendant le silence. L'infirmière m'a tendu mon téléphone et j'ai parcouru mes contacts. Mon pouce planait sur l'écran quand je l'ai vu. Jouro. Je ne savais pas s'il ramasserait. Je ne savais même pas si le numéro fonctionnait toujours, mais je l'ai tapé. Il a répondu sur le deuxième anneau. Bonjour. J'ai gelé. Sa voix n'avait pas changé. Toujours porté ce même sarcasme chaud comme s'il était toujours à mi-chemin entre une blague et la vérité. Pendant une seconde, je ne pouvais pas parler. Ma gorge se resserra. Puis j'ai dit, Déo, c'est Jonas. Il y a eu une pause. Puis son ton se déplaça complètement. Jonas, qu'est-ce qui est arrivé à ta voix? Tu as l'impression d'être écrasé par un camion en ciment. J'ai expiré, en partie rire, en partie le chagrin. Je me sentais comme si je l'ai fait. Je lui ai tout dit. Pas dans un ordre parfait, pas poli, mais réel. Je lui ai parlé de la douleur, du bus, de l'étranger, de l'effondrement. Je lui ai dit comment personne ne venait, comment j'étais seul. Et à travers tout cela, il n'a pas interrompu. Je n'ai pas posé le genre de questions qui ressemblent à des accusations. Il a juste écouté, puis a dit, envoyez-moi le nom de l'hôpital. Je suis en route. Je l'ai fait. 1 heure plus tard, il était là. Je ne me souviens plus de m'être endormi, mais quand je me suis réveillé, il était assis sur la chaise près du lit, les bras croisés, son vieux sac à dos battu par ses pieds. Il y avait un sac en plastique sur la table à côté de lui, du jus, des craquelins, du dentifrice, un paquet de boxeurs propres. Regardez-vous, dit-il avec une douce secousse de la tête. Mec, tu as l'air d'avoir perdu un combat avec Dieu. Close, marmonnai-je, gérant un sourire faible. Il se leva, traversa la pièce et me tendit le jus. Boisson. Vous avez l'air de ne pas avoir goûté à un regret. J'ai pris la bouteille, ma main tremblant légèrement alors que je dévissais le capuchon. La première gorgée était froide et sucrée, et elle avait le goût de la sécurité. Je suis désolé, dis-je après une longue pause. Pour disparaître. Il l'a agité. Vous n'avez pas disparu. Vous avez été effacé. Arrive à plus d'entre nous que nous ne l'admettez. Les mots étaient assis dans la pièce comme une vérité trop lourde pour soulever. Il n'a pas poussé. Je n'ai pas posé de questions sur Rowana. Il n'en avait pas besoin. Il avait vu il y a suffisamment d'années. J'avais juste été trop profondément dans le brouillard pour reconnaître les gens qui ont vu clairement. Lorsque le médecin est arrivé avec des papiers de sortie le lendemain matin, je m'attendais à une longue conférence. Mais il m'a ensuite regardé à Déo et a simplement dit, « Vous aurez besoin de reposer. » Puis il regarda le sac sur la table et sourit. « On dirait que vous avez quelqu'un qui vous tient sur vous maintenant. » Déo m'a aidé à me changer lentement en vêtements frais sans parler. Il n'a pas tressaillé sur mes jambes instables ou la façon dont je devais saisir son épaule juste pour mettre mes chaussures. À l'extérieur, l'air était chaud et trop brillant. Le monde était plus fort que je ne me suis souvenu. J'ai plissé les yeux contre le soleil alors que nous nous dirigeons vers sa voiture. Nous ne nous sommes pas dirigés chez Rowana. Il n'a pas demandé si je le voulais. Au lieu de cela,
il m'a emmené dans son appartement, 3e étage, petit mais propre. Un canapé qui avait connu des jours meilleurs et une table à manger qui a doublé comme bureau. Il y a ouvert la porte de la pièce de rechange à l'exception d'un lit, d'un ventilateur et d'une serviette pliée sur le bord. Vous resterez ici, a-t-il dit. Pas de loyer, pas de pression. Restez juste avant de comprendre votre prochain déménagement. Je n'ai pas discuté parce que je n'avais rien à revenir. Et pour la première fois depuis longtemps, j'avais un endroit pour guérir. Il m'a laissé seul dans la pièce et je me suis assis sur le bord du lit en regardant le mur. Mon corps est toujours HD, mais quelque chose en moi était plus léger, comme si j'étais tiré de sous l'eau et apprenais à respirer à nouveau. Cette nuit-là, j'ai dormi sans crainte de ce que je me réveillerais. Pas de pas devant ma porte. Pas de silence agressif passif. Pas d'escalier froid ou de taille armée. Juste calme, juste un ami qui s'est souvenu de qui j'étais avant d'oublier. Le matin, Déo a glissé une tasse de thé à travers la table et a dit, « Alors, vous êtes prêt à comprendre ce que vous allez faire ensuite ?» Et pour la première fois, je ne ressentais pas de crainte quand j'ai pensé à l'avenir. J'ai ressenti la possibilité parce que quelqu'un m'a toujours vu chez Déo. Tout s'est déplacé plus lent. Et pour une fois, ce n'était pas une mauvaise chose. Il n'y avait aucune alarme fixée à l'horaire de quelqu'un d'autre, aucun regard latéral si je restais au lit 7. Juste moi, le rythme de mon souffle et le bourdonnement calme de la vie qui ne demandait rien de moi. Les premiers jours, j'ai fait un peu plus que me reposer, écouter le bruissement du trafic de l'ego à l'extérieur de la fenêtre et prendre mes médicaments dans les délais. Mon corps HD, mais mon esprit, mon sentiment d'auto HD encore plus. Je n'avais pas réalisé depuis combien de temps depuis que j'ai pris une décision qui n'a pas été filtrée à travers les attentes de quelqu'un d'autre. Déo n'a pas demandé d'explication. Il ne m'a pas pressé d'agir avant d'être prêt. Il m'a juste laissé être. Mais la guérison n'attend pas éternellement. Cela commence à vous tirer dessus. Silencieusement au début, puis plus fort. Je me suis assis dans la chambre d'amis un matin, regardant les murs bleus fanés, et j'ai réalisé que je n'avais pas ouvert mon ordinateur portable depuis des semaines. Il était encore dans un sac de bouchons, zippé au fond comme un outil oublié d'une vie passée. Mais cette vie était à moi avant de le laisser diluer. Avant d'arrêter de parler, j'ai atteint le sac, je l'ai dézippé, et ce n'était pas le cas. Mon ordinateur portable s'est rayé, familier, attendant. L'écran s'est démarré avec un bourdonnement bas, et j'ai retenu mon souffle alors qu'il scintillait à la vie. Une vague de souvenirs s'est écrasée en moi. Dossier de projet, message client, ancienne facture, choses que je gérais avec confiance, instinctivement. J'ai passé mes doigts à travers les clés. Quelque chose a remué en moi. Pas de fierté exactement, mais du potentiel. J'étais toujours là quelque part. Cette nuit-là, j'ai envoyé un email à quelques anciens clients s'excusant d'avoir disparu, leur faisant savoir que j'avais une urgence médicale, demandant s'ils avaient encore besoin de travail indépendant. Je ne m'attendais pas à des réponses, mais le matin, 3 d'entre eux avaient déjà répondu. Warm, patient, compréhensif. Heureux que vous alliez bien, a déclaré l'un d'eux. Prenez votre temps, répondit un autre. Et on a simplement écrit, nous attendons. Faites-nous savoir quand vous êtes prêts. Je me suis assis sur ma chaise, stupéfaite. Après tout, ils ne m'avaient pas oublié. Plus important encore, ils ne m'avaient pas remplacé. L'étape suivante n'était pas aussi simple, mais c'était nécessaire. J'ai appelé un avocat. Son nom était Madame Adata, recommandée par un ancien client spécialisé dans les affaires civiles, y compris la violence matrimoniale et financière. Dire juste que les mots étaient surréalistes. Abus. J'avais passé si longtemps à minimiser ce qui s'était passé, me disant que Rowino était juste particulier, que Miraldo était à l'ancienne. Mais ce n'était pas culturel. Il ne s'agissait pas de la personnalité. C'était le contrôle. C'était un vol. Et ça m'avait presque tué. Lorsque Mademoiselle Ba a repris, sa voix était ferme mais gentille. J'ai tout expliqué. Le contrôle financier, les paiements retenus, le fait que j'avais été le principal investisseur mais n'avais pas eu accès à mon propre argent. Je lui ai expliqué comment Rowena avait intercepté les communications des clients, comment elle m'avait fait dépendre d'elle pour les dépenses quotidiennes, comment elle n'est jamais venue à l'hôpital même après ma mort. Il y a eu une longue pause. Elle a ensuite dit, ce n'est pas seulement le divorce dont nous parlons. C'est une restitution. Le mot a atterri dur. Restitution. Pas seulement s'échapper.
Pas seulement s'éloignant avec mes blessures, mais étant fait entier. Je l'ai rencontrée 2 jours plus tard dans son bureau. Elle portait un costume bleu foncé et des lunettes qui ne cachaient pas à quel point ses yeux ont étudié chaque détail. Elle a pris des notes, a posé des questions directes, et lorsque je lui ai montré les enregistrements numériques que j'avais récupérés de mes emails, des reçus de paiement, des notes vocales, Rowana laissait tout en se plaignant de combien elle a sacrifié pour gérer ma vie, Madame Batt a hoché la tête et a dit, « Nous allons avancer attentivement. Vous aurez besoin également de documentation de thérapie. Puis-je vous référer à quelqu'un ?» J'ai dit oui parce que j'avais fini de prétendre que je pouvais réparer cela seul. De retour à l'appartement de Déo, il a remarqué le changement en moi. J'étais debout tôt. Son numéro a clignoté à l'écran pendant que je terminais une estimation du projet. Je l'ai regardé pendant un long moment avant de répondre. « Où es-tu » Elle a exigé le moment où j'ai repris. Pas de salutation, aucune préoccupation, juste ce ton, intitulé, impatient, comme si j'étais un animal de compagnie désobéissant disparu. Ma mère demande. Vous venez de partir après tout ce que nous avons fait pour vous. Tout ce qu'ils avaient fait pour moi. J'exhalai lentement. Ma voix n'a pas tremblé cette fois. Je suis presque mort. Rowana, dis-je, et tu m'as crié dessus parce que ta mère avait besoin d'un siège. Il y a eu une pause. Pas de choc, juste calcul. Vous réagissez de manière excessive, dit-elle catégoriquement. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai déplacé mon pouce vers le bouton rouge et terminé l'appel. Pas de cri, pas de débat, juste un clic. C'était le son le plus puissant que j'avais entendu depuis des années. Parce que ce moment ne faisait pas que mettre fin à un appel. Il s'agissait de mettre fin à un modèle. J'avais passé des années à essayer de m'expliquer à quelqu'un qui n'écoutait jamais. Maintenant, je n'avais pas besoin d'elle pour m'entendre. J'avais besoin d'être pour m'entendre. Ce jour-là, j'ai écrit la dernière ligne d'un message à mon avocat et j'ai frappé send. Nous avancions avec le divorce, la reprise financière, la documentation de chaque fois qu'elle avait caché quelque chose que j'avais gagné. C'était terrifiant, mais c'était aussi le mien. Et pour la première fois depuis très longtemps, ma voix aussi. La première enveloppe que j'ai obtenue de Madame Mata était épaisse. Il contenait des copies de tout. Notre pétition officielle pour le divorce, un résumé détaillé du contrôle financier de Rowana, des dossiers de soutien et une demande officielle pour le tribunal pour évaluer la violence émotionnelle et la coercition économique. C'était plus lourd qu'il n'y paraissait, comme tenir des années de ma vie sur papier. Papier qui a finalement dit la vérité que j'avais avalée pendant trop longtemps. La signature de mon nom au bas de chaque forme était comme l'exhalation après des années de respiration en silence. À chaque coup de stylo, j'ai senti l'emprise qu'elle avait sur ma vie se déménage. Mademoiselle Ba avait tout examiné avec sa précision calme et rasée. Nous allons le garder propre, a-t-elle déclaré, tapotant un doigt contre le bord de son tampon juridique. Mais nous ne jouerons pas petit. Elle va repousser. Soyez prêts pour ça. La première réponse de Rowana est survenue dans la semaine suivant la réception des documents. Pas par le biais d'un avocat, du moins. Pas au début. Elle m'a appelé à partir d'un autre nombre, a laissé un message vocal lorsque je n'ai pas répondu. Je l'ai écouté avec Déo assis à travers la pièce, les bras croisés comme s'il se préparait pour l'impact. Jonas, a dit sa voix, tout saletant et sucré comme du sucre coulé sur la rouille. Je ne sais pas ce que vous pensez que vous faites, mais c'est dramatique. Nous pouvons résoudre ce problème. Vous avez juste besoin de temps pour vous rafraîchir. Peut-être que votre nouveau petit avocat met des idées dans votre tête. Je l'ai supprimé sans répondre. Le lendemain, j'ai reçu 3 longs messages, puis 4, puis 10, certains en colère, certains plaidant. Elle a joué chaque carte qu'elle pouvait trouver. Rappel des vieux souvenirs, de la culpabilité armée, des menaces voilées. Vous savez ce que ma mère dira quand cela sortira, elle a écrit dans un « Vous essayez de ruiner ma réputation parce que vous ne pouvez pas gérer d'être un homme ». Dans un autre, elle a dit « Soyez très prudent, Jonas. J'ai aussi des choses. Ne me fais pas les utiliser. » Je n'ai pas tressailli. Pas parce que je n'avais pas peur, mais parce que j'avais déjà vécu la pire version de cela. Silence, incrédulité, le lent goutte à goutte des autoréseaux. Par rapport à cela, son désespoir ressemblait maintenant à du bruit. Madame Bata a répondu officiellement à ces messages par une seule note juridique, citant les clauses et les preuves soumises. À l'avenir,
nous recommandons que toute communication soit par le biais de représentants légaux. Il a déclaré que le contact direct n'est ni productif ni approprié. C'était la première fois que Rowena impliquait son propre avocat. Un homme du nom de Monsieur Adabi, un orateur fluide avec un talent pour les erreurs de direction et le blâme de la victime. Sa réponse était prévisible. Les accusations d'abandon affirment que j'avais fabriqué un stress financier, des insinuations que je n'étais pas bien et que Rowena m'avait soutenu par compassion. C'était la performance que je m'attendais, la même qu'elle avait donnée aux amis, à la famille, à elle-même, que j'étais fragile, ingrat, chanceux de l'avoir. Mais cette fois, elle ne parlait pas à quelqu'un qu'elle pouvait manipuler. Elle parlait à Madame Mata. Lors de notre prochaine réunion, Madame Mata est arrivée avec une pile imprimée de mes preuves, des enregistrements vocaux, des transferts bancaires que je n'ai jamais autorisés, des chaînes de courrier électronique avec mon nom frotté, des offres commerciales qu'elle avait interceptées. « Laissez-la jouer », a-t-elle dit en passant le dossier, les yeux durs derrière ses lunettes. Mais nous ne tressaillions pas. Vous ne demandez pas de vengeance. Vous demandez la vérité, et c'est plus facile à prouver qu'elle ne le pense. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais besoin de quelqu'un pour dire cela à haute voix. La date d'audience a été fixée. La médiation préliminaire était prévue en premier. Procédure standard. Je savais que Rowena essaierait de tordre le récit, de se faire la victime. Je me suis préparé pour ça. J'ai répété mon histoire avec la thérapeute, Madame Mahat m'a connecté à une femme calme nommée Fola, qui a écouté plus avec ses yeux que ses paroles. Nous avons parlé de mon passé, des choses que je lâchais, les pièces que je ne comprenais toujours pas. Je lui ai parlé de l'enveloppe dans le bus, de la façon dont je voulais m'excuser pendant que je me sentais encore contre la façon dont je me sentais encore coupable de descendre de ce bus même si cela m'a sauvé la vie. Effa n'a pas essayé de le recadrer avec des platitudes. Elle vient de dire, tu n'es pas celui qui n'a pas aimé. Tu es celui qui a commencé à choisir la survie. Cette phrase m'a suivi dans la médiation. Rowena est arrivée avec un blazer à la crème et un maquillage minimal, un regard que j'ai reconnu comme son personnage raisonnable. Calme, composé, victime d'un mari qui ne pouvait pas gérer la vie réelle. Elle m'a à peine regardé. Quand elle l'a finalement fait, ses yeux m'ont scanné comme si j'étais un mauvais investissement sur lequel elle avait pris une fois. « Tu as l'air mince », a-t-elle dit avant le début de la session. « Tu manges ?» Je n'ai pas répondu. Sa préoccupation n'était pas réelle. C'était un appât. Le médiateur a commencé et les allers-retours étaient aussi épuisants que je l'imaginais. Rowena a pleuré au bon moment, ni au bon moment. A expliqué comment elle avait sacrifié sa carrière pour gérer mon style de vie imprévisible et comment elle n'a pris le contrôle que des finances parce que je n'étais pas stable. J'ai presque ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce qu'il a été répété, mot pour mot, le script qu'elle avait probablement prévu dans sa tête pendant des années au cas où j'aurais jamais osé s'exprimer. Mais j'avais ma voix maintenant. J'ai parlé clairement, calmement. J'ai montré les reçus du médiateur avec mon nom remplacé par le sien. Enregistrements vocaux où elle m'a appelé, un enfant qui devait être manipulé. Les captures d'écran de mes comptes sont vidées sans explication. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas tremblé. Je viens de le disposer. Et pour la première fois, quelqu'un de fonctionnaire l'a vu sans le filtrer à travers son charme. L'avocat de Rowena est devenu tenu. Il se pencha vers elle, chuchota quelque chose de net. Elle se renfrogna et mordit l'intérieur de sa joue. Après la fin de la session, Rowena m'a rattrapé à l'extérieur du bâtiment. « Tu veux vraiment passer avec ça ?» demanda-t-elle, les bras croisés, le visage de ciel. Je l'ai regardé, j'ai vraiment regardé, et pour la première fois, je n'avais pas peur. Je n'ai pas ressenti l'envie d'expliquer ou de la justifier ou de la supplier de comprendre. Je suis presque mort, ai-je dit. Et tu étais plus inquiet pour un siège en bus que ma vie. Il ne reste plus rien à réparer. Elle n'a pas répondu, se tenait juste là en clignotant et je suis parti. Pas parce que j'avais fini, mais parce que je commençais enfin. La ville n'avait pas beaucoup changé, mais je l'avais fait. Le bruit était le même. Le klaxon lointain des dents faux, les appels des colporteurs qui se terminaient à travers la circulation, le bourdonnement de trop de vies se déplaçant à la fois. Mais cela ne m'a plus submergé. Peut-être parce que la tempête en moi avait finalement calmé. Il y avait quelque chose d'étrange à traverser des endroits familiers avec un nouveau type de silence dans votre poitrine. Pas le silence de la défaite, mais l'immobilité qui suit la survie. Je ne le cherchais pas quand je l'ai revu.
Je venais de monter dans le magasin du coin par la place de Déo, prévoyant de prendre du pain et une bouteille de malt. C'était en début de soirée et l'air avait ce poids de Lego épais, chaud et agité. J'étais à mi-chemin de l'allée quand j'ai remarqué l'arrière de sa tête, gris et légèrement plié, ce même capuchon sombre, cette même posture lentée. Délibérée. Il inspectait une miche de pain comme elle lui devait des réponses. Et avant même qu'il ne se retourne, je savais que c'était lui. Le vieil homme du bus. Mon cœur a sauté dans ma poitrine, non pas de la peur, mais d'une étrange sorte de gratitude qui a resserré ma gorge de façon inattendue. Je n'avais pas pensé à ce que je dirais si je le revoyais. Je ne m'attendais pas, mais il était là, tenant du pain dans une main, un changement exact dans l'autre, grognant doucement alors qu'il le remit à la caissière. J'ai attendu qu'il sortira avant de suivre. Il s'est déplacé plus lentement que je ne me suis souvenu. Son dos était un peu plus courbé. Il a marché avec le genre de lassitude qui parlait de décennies vivait sans raccourci. Je l'ai rattrapé sur le trottoir, ma voix attrapant légèrement avant de parler. « Excusez-moi, monsieur. » Il se tourna, plissa les yeux vers moi, les lèvres tentes. Ses yeux ont scanné mon visage pendant quelques secondes, puis s'élargissaient légèrement, la reconnaissance se rendant comme un lever de soleil lent. « Vous, dit-il, pas tout à fait souriant, mais pas surpris non plus. » J'ai hoché la tête. Yumi. Nous nous tenions là, le monde qui nous mène autour de nous dans des éclairs de chaleur et de mouvement. Pendant une seconde, je me demandais si j'allais imposer. Si c'était peut-être quelque chose qui signifiait tout pour moi et presque rien pour lui. Vous avez parlé, dis-je enfin dans le bus. Ce jour-là, il a incliné la tête. Tu ressembles à l'enfer, fils. Ne pouvais pas rester là. J'ai laissé échapper une inspiration, un petit souffle d'incrédulité face à la façon dont il l'a dit avec désinvolture. Comme ce qu'il avait fait n'avait pas changé quelque chose de fondamental en moi. Comme s'il était normal de jeter votre voix dans la douleur de quelqu'un d'autre et de rappeler au monde que la dignité comptait toujours. Tu m'as sauvé la vie, ai-je dit, les mots venant plus facilement que ce à quoi je m'attendais. Il secoua la tête immédiatement. Non, je viens d'appeler la folie quand je l'ai vu. Tu as fait la partie salvatrice. Je voulais argumenter pour insister pour qu'il avait fait plus que d'appeler quelque chose, qu'il avait ouvert l'illusion dans laquelle j'avais été piégé. Cette phrase, il a l'air de mourir et que vous vous inquiétez pour son siège, m'avait fait écho dans ma tête pendant des semaines. C'était le miroir dont je ne savais pas que j'avais besoin. Mais au lieu d'expliquer tout cela, je viens de dire, pourtant, merci. Il m'a étudié un instant, puis a fait un petit signe de tête. Vous descendez de ce bus à la fin, je l'ai fait. Et je suis arrivé à l'hôpital à temps, à peine. A subi une intervention chirurgicale, récupéré. La laissa. Il hocha la tête à nouveau, plus lent cette fois. Bon. C'était tout ce qu'il a dit. Juste bon. Comme quelque chose de plus l'aurait mangé. Et peut-être que cela aurait eu parce qu'il y avait un pouvoir dans la simplicité de ce qu'il avait fait et encore plus dans le peu qu'il a demandé en retour. Il ne l'avait pas fait pour crédit. Il l'avait fait parce que c'était juste. Et cela a fait que cela signifiait encore plus. Nous sommes restés là pendant un autre moment. Le dernier fils tournant lors de la chaussée autour de nous. Vous savez, dis-je, je pensais qu'être fort signifiait rester silencieux, durable, mais ce n'est pas le cas. C'est savoir quand parler, quand se lever, ou même quand s'asseoir et laisser les gens vous voir mal. Le vieil homme a craqué un rare sourire fatigué. Prenez la force de connaître vos limites. Plus pour cesser de laisser les gens les traverser. Il a recommencé à marcher. Et j'ai égalé son rythme juste pour quelques étapes. Puis-je vous demander votre nom? J'ai dit, Babadi, a-t-il répondu. Les gens m'appellent juste Baba. Baba, j'ai répété. Je n'oublierai pas ça. Nous avons atteint le coin où nos chemins se diviseraient. Il s'est tourné vers moi et a fait un signe de tête qui ressemblait à la fin de quelque chose de sacré. Prenez soin de vous, fils. Le monde ne se souviendra pas toujours de le faire pour vous. Puis il a traversé la rue, a disparu dans le bruit, dans le même courant d'étrangers dont il avait émergé. Je suis resté là pendant longtemps et j'ai réalisé que parfois les sauvetages les plus bruyants viennent des voix les plus silencieuses. Ce vieil homme n'a pas levé la main pour protester. Il n'a pas fait de discours. Il ne me connaissait pas, mais il m'avait vu. Et dans un moment où tout le monde s'est détourné, il s'était tourné vers. C'était ce dont je me souvenais le plus. Pas la douleur, pas la trahison,
mais au moment où je me suis rappelé que j'étais toujours humain. Et dans un monde qui avait passé des années à me convaincre le contraire, cette phrase parlée par un étranger avait été suffisante pour commencer à reconstruire l'homme que j'étais. L'appartement n'est pas grand. Le canapé s'affaisse un peu au milieu. La bouilloire siffle trop bruyante quand elle bouillonne. Et la pression de l'eau dans la douche joue sa propre symphonie imprévisible. Mais c'est à moi. Tout cela. Chaque plancher grinçant, chaque fenêtre que j'ouvre pour laisser entrer la lumière du soleil. Chaque plat dans le rack de séchage choisi par moi. Je me réveille maintenant sans que le poids invisible ne presse contre ma poitrine. Personne ne demande où je vais. Personne ne demandant d'explication pour expliquer pourquoi je veux faire une promenade ou dépenser de l'argent ou rire un peu trop fort à quelque chose à la radio. C'est calme ici, mais le genre de calme qui ressemble à la paix, pas à la punition. J'ai gardé la chaise de la chambre d'amis de Déo, je l'ai transportée avec moi lorsque j'ai finalement signé le bail pour ma propre place. Ce n'est rien de spécial. Bon marché, un coussin fané, mais cela me rappelle la première pièce dans laquelle j'ai été autorisé à guérir. Je m'assois dedans chaque matin avec du thé dans mes mains, et les fenêtres s'ouvrent largement, laissant entrer les sons d'une ville qui pour une fois n'a pas l'impression d'essayer de m'enterrer. Je ne me précipite plus. Je ne m'excuse pas d'avoir pris de la place. L'entreprise est à nouveau à moi aussi. Il a fallu un peu de travail, mais je me suis remis en contact avec les anciens clients, établi de nouvelles relations et commencé à prendre des projets selon mes conditions. Pas d'intermédiaire, personne n'édite mes emails avant de les envoyer. J'ai enregistré l'entreprise sous mon nom complet. Jonas Emmanuel Veil. Et quand j'ai reçu la documentation officielle par la poste, j'ai tenu l'enveloppe dans mes mains plus longtemps que je n'en avais besoin. Ce n'était pas seulement des documents. C'était une remise en état de travail, de soi, de fierté. La thérapie se poursuit une fois par semaine. Certaines séances ont l'impression de démêler les nœuds que je ne savais pas. D'autres ne sont que des conversations silencieuses où je peux enfin dire à haute voix les choses que j'avais l'habitude de chuchoter dans l'obscurité. Culpabilité, honte, l'étrange chagrin de perdre une version de la vie que vous pensiez être l'amour. Mon thérapeute, Fola, me rappelle souvent que la guérison ne se produit pas en ligne droite. Que certains jours, je me sentirai libre et d'autres, j'entendrai toujours la voix de Rowana résonner dans les endroits que je n'ai pas encore dépoussiérés. Elle a raison. Parfois, je serai à l'épicerie et quelqu'un rira d'une certaine manière et ma poitrine se resserrera sans avertissement. Parfois, je regarde le total à la caisse et à atteindre instinctivement mon téléphone comme je devais demander la permission de dépenser mon propre argent. Mais ces moments passent. Je les laisse passer. J'ai appris à ne pas les chasser ou les juger. Je respire juste. Je reviens à moi-même. J'ai également commencé à remonter aux gens que je laisse dériver. Pas tous. Certaines portes sont mieux laissées fermées. Mais d'autres, comme ma sœur Amaka, que je n'avais pas appelée depuis 2 ans, étaient encore légèrement un pot. Quand je l'ai appelée, elle a pleuré. Non pas parce que j'ai disparu, mais parce qu'elle pensait que je ne reviendrais pas. Je savais que quelque chose n'allait pas, a-t-elle chuchoté. Mais vous avez cessé de me laisser vous voir. Nous nous sommes rencontrés pour le déjeuner le week-end suivant. Ses yeux me scannent comme le font les grandes sœurs, mesurant la santé et le teint et la posture et l'étanchéité autour des yeux. Vous êtes plus léger, a-t-elle dit, ne faisant pas référence au poids. J'ai hoché la tête parce qu'elle avait raison. J'ai recommencé à cuisiner aussi. Des choses simples. L'igname bouilli et la sauce aux œufs. Spaghetti avec trop de poivre. Toast avec des sardines. Aliments fabriqués en silence pour personne d'autre que moi-même. Une femme qui a prétendu que je me souviens de la mer. Fermé, ne pas prouver, juste assis. Et les gens qui vous aiment ne vous demanderont jamais de rester dans cet état. Ceux qui vous voient vraiment, déplaceront le monde autour de vous au lieu de s'attendre à ce que vous vous déplacez par la douleur seule. Je pense souvent à cela quand je marche dans des chambres bondées maintenant. Le dîner d'anniversaire d'un ami, un séminaire, j'ai été invité à parler la semaine dernière, un événement de réseautage pour les pigistes. Je rentre et je cherche un siège. Ne pas se cacher, non pas pour disparaître, mais pour exister pleinement comme je suis. Aucune performance, aucune autorisation nécessaire car je ne suis plus un fantôme dans ma propre vie. Je suis ici. Je choisis où je suis assis. Je choisis quand je me tiens. Et surtout, je choisis qui marche à côté de moi. Je n'ai pas vu Rowana depuis la médiation. Elle a essayé de tendre la main une fois de plus.
Une tentative à tire-cœur de recommencer, mais je n'ai pas répondu. Certaines portes n'ont pas besoin d'être critiquées. Je viens de ne pas avoir été ouvert assez longtemps pour pourrir leur charnière. Mon avocat a géré le reste. Division propre. Récupération des fonds retenus. Une déclaration signée l'abordant des allégations futures en échange du silence. Je n'ai plus besoin de parler d'elle. Son silence parle maintenant assez fort. Certaines nuits, je m'allonge toujours dans mon lit et je regarde le plafond, me demandant comment j'ai duré aussi longtemps que moi. Comment je me suis laissé rétrécir si lentement. Je n'ai même pas remarqué l'érosion. Mais ensuite je me rappelle que je suis sorti. J'ai quitté ce bus. J'ai trouvé mon souffle. J'ai trouvé ma voie. Et maintenant, j'ai trouvé quelque chose de rare. Paix. Le genre que vous n'empruntez ni ne gagnez. Le genre que vous gardez. Alors maintenant, quand je suis assis, je m'assois complètement. Pas dans la peur, pas en silence, non pas en attente, mais dans la complétude, en vérité, dans une vie qui vaut la peine d'être assise.